Bonjour, ici Paul Dontigny de Investissement PDJ et bienvenue à ma chronique vidéo. Alors aujourd'hui, suite à ma chronique précédente au sujet de JP Morgan et des banques et des produits dérivés, on continue un petit peu dans la même veine, mais là, je vais vous montrer ce que le président d'une des 12 banques centrales, en fait, on parle toujours de la banque centrale, là, mais c'est 12 banques centrales et il y a un comité central là, qui s'occupe de faire le lien entre chacune. Et quand on parle de la Fed, on parle de ce comité-là normalement. Donc, il y a le président de la Banque centrale de Dallas qui a à travers le rapport annuel de cette banque centrale-là, en date du 31 décembre 2011, qui a fait certains messages très, très clairs et je trouve que c'est intéressant et rafraîchissant de voir qu'il y a des gens qui partagent mon opinion. Alors, sans plus tarder, je ne veux pas faire trop d'humour quand on parle de crise, mais c'est John Maynard Keynes qui avait dit A prudent banker is one who goes broke when everybody else goes broke. Et c'est très sérieux dans le fond parce que euh, on est dans une crise et on veut pas, personne ne veut être celui qui déclenche une autre étape de la crise en disant ça va mal, on ne peut pas régler comme on voudrait, alors il va falloir que ça fasse mal. Et là, on tombe dans une phase descendante de la crise et là, cette personne-là se fait accuser de l'avoir créée. Et c'est un peu ça que ça veut dire, ce dicton-là, à part d'être un peu drôle. Je vais essayer de vous le lire en traduisant là, sur mon écran. Il parle de les too big to fail institutions, donc les très grandes institutions bancaires. Lui, il dit que ces institutions-là ont amplifié et prolongé la crise financière. Et j'espère que vous vous rappelez là, que c'est ce que je vous dis depuis le début. Et qui demeure une nuisance à la croissance économique ou à des actions qui régleraient la crise et qui sont contre les idéalismes du capitalisme américain. Alors, ils demandent d'arrêter de supporter ces banques-là qui sont trop grosses, too big to fail, trop grandes pour qu'on leur permette de faire défaut. Euh, il parle ici de la loi, une des lois qui était une loi là, qui est une loi qui est passée, mais dont les applications ne sont pas approuvées et qu'il faut voter sur chaque application de cette loi-là. Donc, il parle de cette loi-là qui dit, cette loi-là, oui, c'est un petit pas dans la bonne direction, mais ça n'empêche pas les banques de continuer à grossir et de devenir encore plus risquées qu'avant. Et c'était ça le but, là, entre autres, de cette loi-là. Là, je vous montre, vous ne verrez pas les chiffres, mais on voit des diagrammes ici. Et en 1970, les 5 plus grosses banques avaient 17 des actifs de l'industrie bancaire. Et on nous dit en 2010, les 5 plus grandes banques étaient rendues à 52 autre facteur très intéressant, ça n'a pas tellement bougé au niveau des 95 plus larges banques, plus grosses banques suivantes, mais en 1970, on avait 12 500 autres banques et on en a seulement 5 700. Alors, la concentration, là, dans le but d'être plus gros pour être plus puissant internationalement, c'est très dangereux. Et la crise l'a démontré. Un autre point de vue, donc, on part maintenant de 2006 à 2011. Et ce qu'on nous montre aussi en noir, là, c'est les actifs des 5 plus grandes banques. Et ils représentaient 43 du produit national brut en 2006. Et aujourd'hui, ils représentent 56 du produit national brut. Donc, il y a plus de concentration. Ils sont plus grosses par rapport à l'économie qu'elles étaient en 2006. Donc, ce qu'ils ont essayé de faire, là, de réduire leur taille, ça n'a pas fonctionné. En fait, ils nous disaient que c'est ça qu'ils essayaient de faire, mais durant cette période-là, ces banques-là achetaient beaucoup de petites banques et d'autres institutions comme Merrill Lynch et Country Yard, des compagnies qui étaient en faillite. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des banques encore qui étaient déjà trop grosses et qui sont encore plus grosses. Et ça ne compte pas les produits dérivés dont je vous parle là. On ne parle pas des dizaines de trillions de dollars qu'ils ont dans les notes aux états financiers. On prend juste les petits montants de produits dérivés qu'ils ont au bilan, comme j'ai montré là, dans mes chroniques précédentes. Alors, ici, ce que je trouve très important, c'est que, encore une fois, ce président d'une banque centrale régionale aux États-Unis nous dit ces entités-là continuent de représenter un danger clair et immédiat à l'économie américaine. Et c'est ce que je vous dis
presque à chaque semaine, c'est qu'en ce moment, le risque dans le système est immense. Il est dans les plus grands qu'il a été dans l'histoire. Alors, il faut en tenir compte dans vos investissements. Ce que ça veut aussi dire, c'est que même si ces gens-là, à la Banque centrale, ont de la difficulté à savoir qu'est-ce qu'il y a dans les banques exactement et à quantifier le risque, je vous rappelle un de mes 4 principes de base là, qui gouvernent un peu tout ce qui se passe chez PDJ, c'est que quand la valeur de l'analyse diminue au point tel où ça devient comme au hasard, eh bien, il faut prendre nos décisions autrement et donc éviter les risques si on n'est pas capable de les analyser. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des négociations mondiales pour essayer de régler la crise. On continue à nous endetter et il y a des véritables boîtes noires en termes de comptabilité pour les plus grandes institutions mondiales. Moi, je me tiendrai sur les lignes de côté. Bon, là, je vais faire le lien entre cette analyse-là et qu'est-ce que vous pouvez faire pour investir dans votre portefeuille. Et évidemment, je recommande la prudence. La prudence, ça ne veut pas dire absence de risque, pas du tout. Ça veut dire que l'investissement, c'est la gestion des probabilités. Si on n'est pas capable, par l'analyse, de se faire une idée raisonnable des probabilités de gain et des probabilités de perte, donc de contrôler nos risques, eh bien, moi, je vous recommande l'abstinence, comme j'ai dit souvent. Et l'évitement du risque, ce n'est pas de l'inaction. Au contraire, c'est très difficile à faire. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il faut vraiment que vous acceptiez que d'investir dans un compte d'épargne ou dans un bon du Trésor, ce n'est pas de l'inaction et c'est une décision très importante. Je vous rappelle que les actions ont sous-performé depuis un bout de temps, durant plusieurs périodes au cours des 40 dernières années. Ils ont à peu près égalé les obligations sur 20, 30 et 40 ans. Et ils pourraient encore sous-performer longtemps, pendant 5-10 ans, c'est possible. Et finalement, il faut que vous réalisiez qu'on est dans une crise. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens comme moi qui vous disent ça qu'on est des pessimistes ou qu'on a peur ou qu'on n'a pas compris. On est dans une crise. C'est possible qu'elle se règle. C'est possible que temporairement, il y a des vagues spéculatives parce qu'ils décident d'imprimer encore de l'argent, 2 trillions à 4 trillions de dollars ou d'euros. C'est possible. Mais on est dans une situation de crise. Il y a 1% du temps où il y a eu des crises aussi graves dans l'histoire moderne là, des marchés financiers. Et nous sommes dans la portion de la crise où on essaie de régler l'aspect financier de la crise. On a un problème de dette. On n'est même pas en train de régler les problèmes économiques, les emplois, ces choses-là. Ils essaient juste de sauver le système financier. Ils ne peuvent pas faire grand-chose de plus. Alors, une fois que la crise financière va être réglée, quand elle va l'être, l'économie ne sera pas nécessairement réglée. Alors, rapidement, avant de vous montrer mon portefeuille type, si on veut, je veux vous faire réaliser que vous devez avoir une philosophie d'investissement, des principes de base là, qui gouvernent votre pensée en termes d'investissement. Très peu de gens ont ça. Il faut avoir une politique d'investissement. Donc, comment on va appliquer notre philosophie d'investissement? Et finalement, ça prend une méthode pour dicter un peu notre exécution. Ça peut être la méthode, ça peut être simplement, on se fie au jugement du gestionnaire qui va appliquer ses principes, mais il faut avoir déterminé comment on va créer des portefeuilles. Et le plus important, c'est les hypothèses derrière ces idées-là ici. Alors, en général, l'hypothèse principale qui gouverne tous les portefeuilles de nos jours, c'est que les actions font mieux que les obligations font mieux que le marché monétaire. Il faut diversifier dans chacune de ces classes d'actifs-là avec certains pourcentages selon notre âge. Je ne suis pas d'accord avec cette approche-là, mais vous deviez être conscient, si vous décidez de l'adopter, il faut trouver une méthode de l'appliquer qui correspond à vos besoins à vous et de peut-être appliquer selon des modifications de certaines hypothèses derrière là, la philosophie d'investissement qui prime en ce moment. Alors, le portefeuille, c'est simple. On n'a pas d'actions. Par contre, on a des stratégies qui font de l'argent si les actions baissent. On n'a pas d'obligations de 2 ans et plus. Et donc, on est dans des comptes d'épargne ou des obligations du gouvernement à très, très court terme pour 90% du portefeuille. Et ça ici, c'est quand même très volatile. Alors, je gère activement la répartition d'actifs et les titres individuels basés sur une analyse. Quand je sens que je ne suis pas capable d'analyser
selon mes critères, je m'abstiens. Et donc, en ce moment, je m'abstiens beaucoup. Alors, ce n'est pas le portefeuille que je vais avoir à long terme. C'est un portefeuille de crise qu'on a en ce moment parce qu'on est dans une crise et que c'est très difficile de savoir à la hausse ou à la baisse les gros mouvements qu'il va y avoir et il risque d'avoir de plus en plus de volatilité. C'est déjà commencé. Alors, beaucoup de matériel pour vous. Réfléchissez à ça. Révisez vos portefeuilles. Demandez les niveaux de risque. Demandez les rendements potentiels à vos conseillers. Et on se reparle très bientôt.